La lettre est arrivée un mardi, et de l'avis de Cecily Vane, c'était le pire jour possible pour que quoi que ce soit arrive. Les mardis avaient une qualité grise et préparatoire. Ce n'était ni le soulagement d'un nouveau départ le lundi, ni la miséricorde approchante d'un week-end. Et lorsque l'enveloppe scellée fut posée devant elle sur la table de la cuisine de la modeste auberge du Shropshire où elle travaillait, elle la contempla un long moment avant de la toucher. De la même manière qu'on regarde une porte qu'on n'est pas tout à fait sûr de vouloir ouvrir. Le blason pressé dans la cire était le sceau ducal des Ashworth, un héron argenté s'élevant d'une eau calme. Il avait été estampillé avec une force qui frisait la violence. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle se versa d'abord son thé. Elle le remua. Elle posa la cuillère avec la précision minutieuse d'une femme qui a appris que la prudence ne coûte rien et que la négligence coûte tout. Puis elle brisa le sceau et lut. La lettre était brève. C'était le genre de brièveté qui demande un effort considérable. Le genre de brièveté dont on a retiré des mots, excisé des phrases, arraché et brûlé des paragraphes entiers, pour qu'il ne reste que le tranchant le plus vif d'une chose. Elle l'informait que sa grâce, Edmund Ashworth, le 7e duc d'Ashworth, avait besoin d'une cuisinière, que la cuisinière précédente était partie dans des circonstances non précisées, qu'un poste lui était offert à un salaire qui était, nota-t-elle, inférieur de près d'un tiers à son salaire actuel. Dans une maison qui était, de réputation, gouvernée par un homme dont la froideur envers le personnel était évoquée à voix basse dans 3 comtés, et que, vu le caractère inattendu de la vacance, une candidate devait se présenter à Ashworth Hall au plus tard le vendredi suivant. Cecily la lut 2 fois, puis elle la plia le long de ses plis d'origine et la posa à côté de sa tasse. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, un merle était posé sur l'aubépine dénudée au bord de la cour de l'auberge. Il était tout à fait immobile, la regardant d'un œil vif, comme s'il attendait là depuis un certain temps, et s'était habitué à la patience. Elle le regarda, il la regarda. Elle avait 13 livres et 4 shillings dans une boîte en fer blanc, derrière la brique descellée au-dessus du foyer. Elle avait une référence de l'aubergiste qui qualifiait sa cuisine d'adéquate, ce qui était le plus grand compliment qu'il accordait à quiconque. Et elle avait dépensé une énergie considérable pour l'obtenir au cours de 4 années de repas extraordinaires. Elle avait une petite sacoche en cuir qui contenait 3 tenues de rechange. Elle avait aussi un livre de fleurs séchées qu'elle transportait depuis ses 17 ans. Et un morceau de papier plié qu'elle gardait dans la poche la plus intérieure de sa robe, près de ses côtes, et qu'elle ne sortait jamais à la lumière du jour. Ce papier était la lettre de son père, la dernière qu'il avait écrite avant que sa santé ne décline complètement, celle qui nommait Fortescue et ce que Fortescue avait fait. Elle lui était adressée car il ne restait personne d'autre à qui l'adresser, et elle l'avait gardée parce que c'était le seul témoignage de la main de son père, de la vérité qui lui avait été volée. Elle avait la lettre. Elle avait aussi, dans la même boîte que les shillings, le livre de compte privé de son père. Celui qu'il tenait séparément des registres officiels du domaine. Celui dans lequel il avait consigné l'anomalie qu'il avait trouvée, les chiffres qui ne collaient pas, la ponction régulière qu'il ne pouvait pas encore expliquer. Il lui avait montré le registre la veille de sa visite chez le duc. Il avait dit que tout irait bien. Tout n'était pas allé bien, mais elle avait toujours le registre, et elle l'avait gardé comme on garde une boussole. Non pas parce que le terrain qu'elle indique a déjà été atteint, mais parce qu'on a l'intention, un jour, de l'atteindre. Elle se rendit à Ashworth. Le manoir se matérialisa dans la brume matinale du vendredi. Il s'élevait des marais plats du Lincolnshire comme quelque chose qui avait toujours été là, et qui avait l'intention de rester là longtemps après que le monde en ait fini avec tout le reste. Il n'était pas beau, pas exactement. Il était trop grand pour la beauté, trop vieux pour elle, et trop sûr de lui. La pierre avait la couleur d'un ciel d'hiver, et les fenêtres étaient étroites et hautes. Les 2 hêtres pourpres qui flanquaient le portail sud avaient perdu leurs feuilles. Leurs branches s'étalaient contre le gris comme des dessins à l'encre d'eux-mêmes. Un corbeau était assis sur le poteau du portail. Il ne s'envola pas lorsque la charrette louée par Cecily passa en dessous. Il la regarda passer. La gouvernante, une femme compacte nommée Madame Briggs, la reçut dans le hall des domestiques. Elle avait la neutralité polie de quelqu'un qui a suspendu tout jugement jusqu'à ce que le moment soit venu de juger.
Elle avait le genre Dieu qui cataloguait les choses. Elle cataloguait Cecily maintenant. La robe grise et simple, le dos droit, les mains sans parure. La façon dont Cecily regardait le hall, avec l'attention mesurée de quelqu'un qui note les sorties. « Sa grâce ne vous recevra pas en personne », dit Madame Briggs. « Il se préoccupe rarement du personnel de cuisine. Vous commencerez lundi si les conditions vous conviennent. » Elle marqua une pause. « Il y a une instruction de sa grâce que je suis tenu de vous transmettre. » Cecily attendit. « Il a demandé que vous restiez en bas à tout moment pendant votre travail. Que vous ne vous présentiez pas à l'étage sauf si vous y êtes convoqué, et que vous ne cherchiez pas à entrer dans la salle à manger officielle, le salon, la bibliothèque ou l'une des salles d'apparat. » Madame Briggs livra cela sans inflexion, ce qui était en soi un acte de miséricorde professionnelle. C'est un homme privé. Il n'aime pas les intrusions. « Je suis cuisinière, » dit Cecily. « Son salon ne m'intéresse pas. » Quelque chose bougea imperceptiblement au coin de la bouche de Madame Briggs. « Très bien, alors. » La cuisine d'Ashworth Hall était la plus belle que Cecily ait jamais vue et la plus négligée. Elle avait été construite pour une maisonnée de 40 personnes et était maintenant occupée par 12, et l'abandon se voyait. Pas dans la saleté, que Madame Briggs n'aurait pas permise, mais dans l'immobilité particulière des espaces qui ont oublié leur raison d'être. Les casseroles en cuivre étaient polies, mais jamais utilisées pour quelque chose de plus ambitieux que des légumes bouillis. Le tiroir d'étuve avait gauchi par manque d'usage. Le grand foyer contenait un feu, mais un feu prudent, comme si même les flammes avaient reçu l'ordre de rester modestes. Cecily se tenait au milieu de la pièce le dimanche soir, quand tout le monde s'était retiré. Elle resta immobile pendant un très long moment. Puis elle noua son tablier et commença. Elle n'était pas venue à Ashworth Hall par accident. C'est la chose qui doit être comprise avant que toute autre chose puisse l'être. Cela doit être dit clairement, même si, et surtout si, cela ne peut pas encore être détaillé. Elle avait lu la lettre un mardi matin près d'une fenêtre où un merle était assis sur une aubépine, et elle avait su, avec la certitude qui arrive parfois dans les moments de parfaite immobilité, que la lettre n'était pas non plus un accident, que certaines choses s'accumulent dans l'obscurité pendant des années avant de devenir visibles, que la patience n'est pas la même chose que la passivité, qu'une femme peut cuisiner un repas et, en le cuisinant, faire bouger le monde si elle est prudente, si elle attend, et si elle sait ce qu'elle attend. Elle attendait depuis 4 ans. Elle pouvait attendre encore un peu. Le premier repas qu'elle prépara pour Ashworth Hall fut un souper du lundi pour les 12 membres du personnel qui mangeaient en bas. Elle fit un ragoût de lapin au thym avec un trait du bon cidre du garde-manger que personne ne semblait avoir remarqué, et une miche de pain qu'elle avait mise à lever à 4 heures du matin, et un plat de pané rôti avec un peu de miel et de poivre noir, et un pudding aux prunes séchées et à la graisse de rognon qui sortit du moule, fumant, parfumé et presque incroyablement réconfortant pour une nuit de février. Elle le posa sur la longue table sans cérémonie. Elle s'assit au bout et mangea sa propre portion. Pendant un moment, personne ne parla. Le seul son était le vent contre les fenêtres du sous-sol et le crépitement du feu. Puis Tom, le deuxième valet de pied qui avait 17 ans et le mal du pays, et qui mangeait du navet bouilli et du mouton gris depuis 6 mois, leva les yeux de son bol. Il avait l'expression d'un homme à qui l'on a rappelé quelque chose qu'il pensait avoir perdu. « Bien, dit-il. Juste ça. » Madame Briggs, qui n'était pas portée sur les excès, pinça les lèvres d'une manière qui, pour elle, équivalait à une ovation debout. Dans une maison, les nouvelles se propagent comme la chaleur à travers la pierre, lentement, régulièrement et jusqu'au bout. Le mercredi, les femmes de chambre de l'étage trouvaient des raisons de passer par le couloir de la cuisine à l'heure des repas. Le vendredi, le majordome, M. Hartley, un homme grand et solennel, qui se conduisait avec la gravité de quelqu'un à qui l'on a dit qu'il était la dernière ligne de défense de la civilisation, avait pris l'habitude d'arriver plusieurs minutes en avance à la table du personnel, toujours sous prétexte d'examiner l'inventaire des bougies ou de vérifier le calendrier de l'argenterie. Il ne reconnaissait jamais qu'il était là pour l'odeur de ce qui se trouvait dans la marmite. Cette semaine-là, la marmite contenait un bouillon de bœuf et d'orge d'une telle profondeur et d'une telle chaleur qu'il avait, de manière improbable, le goût d'une conversation avec quelqu'un que vous pensiez ne jamais revoir.
Cecily nota tout cela. Elle nota que les épaules de Madame Briggs s'étaient affaissées d'une fraction de pouce par rapport à lundi. Elle nota que Tom avait cessé de porter cette expression particulière de misère résolue avec laquelle il était arrivé. Elle nota que la cuisine, qui avait été un lieu silencieux, avait commencé à acquérir quelque chose. Une qualité de vie, d'occupation, qui était plus que la somme des repas qu'elle produisait. Elle cuisinait. Elle attendait. Le duc d'Ashworth, Edmund Ashworth, 7e du nom, 38 ans, maître de 19 000 acres et de 4 domaines, veuf depuis 4 ans, était un homme qui avait organisé sa vie très précisément autour de l'absence de sensations. Ce n'était pas, il faut le noter, une condition naturelle. Il y avait eu un temps, avant, où il avait été capable d'être ému par les choses. Par la musique, par la terre, par la qualité particulière de la lumière de fin d'après-midi en automne, par le rire d'une autre personne. Ce temps était maintenant suffisamment loin derrière lui pour qu'il commence à croire qu'il appartenait à un homme entièrement différent. Et que l'homme assis dans la bibliothèque d'Ashworth chaque soir, lisant les dépêches de ses régisseurs et mangeant n'importe quelle chose sans couleur que la cuisinière précédente avait produite, était le vrai, et l'avait toujours été. Il mangeait à l'étage, seul, dans la petite salle à manger près de la bibliothèque, réservée aux repas informels. La nourriture arrivait sur un plateau porté par Hartley, qui le posait avec cérémonie et se retirait. Et Edmund la mangeait sans attention, comme on accomplit une fonction. Le mardi de la première semaine de Cecily, le plateau arriva, et il le regarda. Il le regarda plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. C'était une chose assez simple. Une portion de poulet braisé au citron confit et aux herbes d'hiver. Un plat de fenouil rôti qui avait caramélisé sur les bords jusqu'à un ambre profond. Un petit pot de quelque chose de sombre et d'aromatique qu'il ne put identifier immédiatement. Et du pain. Le pain qui était dans la maison depuis 5 jours maintenant, dont l'odeur s'était enregistrée dans une pièce fermée de sa conscience chaque matin à son réveil. Insistante et étrangement troublante. Comme un nom à moitié oublié trouble l'esprit. Il mangea. Il mangea lentement, ce qui était inhabituel. Le citron avait égayé le poulet en quelque chose qui s'ouvrait plutôt que de se fermer. Quelque chose qui bougeait plutôt que de rester inerte. Le fenouil était doux là où il s'attendait à de l'âpreté. La chose sombre et aromatique dans le petit pot était une sorte de chutney. Du coin, du clou de girofle et autre chose qu'il ne pouvait nommer. Et c'était extraordinaire. Il posa sa fourchette. « Hartley, dit-il. » Le majordome apparut dans l'embrasure de la porte, avec la promptitude d'un homme qui avait rôdé. « La nouvelle cuisinière. »« Oui, votre grâce. »« C'est elle qui a préparé ça ?»« Oui, votre grâce. » Edmund regarda l'assiette un instant de plus. Puis il dit, « Elle doit rester dans la cuisine. »« Bien sûr, votre grâce. Je ne veux pas... » Il s'arrêta. Il n'était pas certain de ce qu'il avait été sur le point de dire. « Elle doit rester en bas. »« Oui, votre grâce. » Il congédia Hartley et s'assit avec son vin. Le feu dégageait une lumière calme et régulière. Dehors, les marais s'étendaient, plats et sombres, sous un ciel plein d'étoiles qui s'étaient figées, comme elles le faisaient en février, comme si elles aussi avaient reçu l'ordre de ne pas bouger. Il ne savait pas pourquoi il avait dit ça. Il se dit que c'était simplement une question d'ordre, de bonne marche d'une maison, qu'il n'avait aucun intérêt pour la cuisinière, que l'instruction était routinière. Il se versa un deuxième verre de vin, ce qui n'était pas routinier, et n'examina pas cette contradiction. Si vous avez déjà essayé de retenir une rivière dans un seau, vous comprendrez ce qui s'est passé ensuite. Cecily n'essaya pas de dépasser les limites qui lui avaient été données. Elle ne se présenta pas à l'étage, ne chercha pas à être admise dans une pièce qu'on lui avait dit d'éviter, ne viola d'aucune manière observable la lettre de l'instruction du duc. Ce qu'elle fit, c'est cuisiner, et le repas qu'elle cuisinait avait tendance à se déplacer, à voyager, à refuser de rester contenu. Il montait sur des plateaux et revenait avec des assiettes impeccablement propres et aucune note de plainte. Ils apparaissaient sur la table du personnel chaque soir et modifiaient l'atmosphère des pièces, si sûrement que M. Hartley avait cessé de prétendre qu'il était là pour l'inventaire des bougies. Ils parfumaient l'air des couloirs et des escaliers de la maison, si bien que même les salles d'apparat, fermées à clé, recouvertes de draps et froides, semblaient aspirer quelque chose par le trou de la serrure le soir où elle préparait son jarret de bœuf mijoté au romarin ou son agneau aux figues séchées
et à la grenade, ou sa soupe de tomates rôties et de pain rassis qui avait un goût inexplicable d'été. La maisonnée commença à changer. Ce n'est pas une petite chose à dire. Une maisonnée est un système fermé. Et les systèmes fermés ne changent pas facilement, et ils ne changent pas sans la pression d'une source, une chaleur appliquée au bon endroit. La pression, dans ce cas, était le plaisir. Un plaisir simple, sans ambiguïté, animal. Le plaisir d'être bien nourri, qui est lié, mais non identique au plaisir d'être soigné, et qui produit dans les corps, et donc finalement dans les esprits de ceux qui le reçoivent, quelque chose qui ressemble, faiblement, mais indubitablement, à de l'espoir. Tom, le valet de pied, cessa complètement de porter son expression de misère résolue. Il commença plutôt à avoir des opinions sur les choses, sur la qualité de la lumière du matin, sur un livre que Madame Briggs avait laissé sur la table du hall, sur ce qu'il pourrait faire une fois son service terminé. C'était une question qu'il n'avait jamais cru avoir le droit d'envisager. Deux des femmes de chambre de l'étage, qui avaient maintenu une froideur prudente l'une envers l'autre pour des raisons que personne ne pouvait plus se rappeler, mangèrent le même plat de tarte aux poireaux et au fromage de Cecily un mercredi soir. Et elles se surprirent, de manière improbable, à rire de quelque chose que l'une d'elles avait dit. La froideur fondit et ne revint pas. Madame Briggs ne dit rien de tout cela. Mais le troisième mercredi, elle vint à la cuisine après le souper, alors que Cecily nettoyait seule la planche à découper. Elle se tint un moment à la porte. « La maisonnée est apaisée, dit-elle, ce qui pour Madame Briggs était une observation détaillée. Cecily posa son chiffon. « J'en suis heureuse. » Madame Briggs la regarda avec ses yeux de catalogueuse. « Vous êtes ici depuis 3 semaines, dit-elle, et vous n'avez rien dit sur le salaire, rien sur les conditions. Vous n'avez pas posé de questions sur vos jours de congé, ni sur l'organisation de vos repas, ni si vous pouviez utiliser le jardin. »« Non, » convint Cecily. « La plupart des gens posent ces questions la première semaine. Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Un silence s'installa entre elles, amical plutôt que gênant. Le genre de silence qui contient plus d'informations que les mots. « Non, » dit Madame Briggs. « Je ne suppose pas que vous le soyez. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Il y a un homme, dit-elle, sans se retourner, parlant comme au cadre de la porte, qui vient 2 fois par an, un régisseur du Nord. Son nom est Fortescue. Il était ici il y a 6 ans quand... » Elle s'arrêta. Sa mâchoire était très immobile. « Il viendra en avril. Vous le trouverez, je pense, désagréable. » Puis elle disparut. Cecily se tenait seule dans la cuisine. Le feu s'était réduit à des braises d'un orange profond. La planche était propre. La pièce sentait le savon, le laurier et le fantôme du repas du soir. De quelque part à l'étage, quelque part trop haut et trop loin pour être certaine de l'avoir entendu, vint le son d'un piano. Une seule phrase jouée une fois, puis le silence. Elle pressa sa main à plat sur la planche, respira lentement. « Avril », pensa-t-elle. Elle pouvait attendre jusqu'en avril. Son nom n'était pas Cecily Vane, ou plutôt, il ne l'avait pas toujours été. Elle était née Cecily Marsh, dans une maison qui avait depuis été vendue. Fille d'une cuisinière nommée Agnes Marsh et d'un homme nommé Robert Marsh, qui avait travaillé comme régisseur pour le domaine Ashworth pendant 19 ans, et qui avait été renvoyé il y a 6 ans et 3 mois sans référence, sans pension, sans l'indemnité à laquelle son contrat et ses années de service lui donnaient droit. L'instrument de son renvoi était une lettre de l'intendant du domaine, un homme nommé Fortescue, envoyé aux avocats du duc. Elle affirmait que Robert Marsh avait détourné des fonds du domaine sur ses propres comptes. L'accusation était un mensonge. Fortescue savait que c'était un mensonge quand il l'a écrite, parce que c'était Fortescue qui volait discrètement le domaine depuis des années. Progressivement, avec la patience exercée d'un homme qui a appris que les plus petits vols constants sont ceux qui passent le plus longtemps inaperçus. Robert Marsh avait été le seul homme dans l'organisation d'Ashworth assez prudent, assez honnête et assez méthodique pour remarquer l'anomalie. Il l'avait consigné dans un registre privé. Des chiffres qui ne collaient pas, des commissions prélevées à des taux qui n'avaient aucune base dans les accords du domaine. De l'argent qui s'écoulait d'un endroit d'où il n'aurait pas dû s'écouler. Il avait montré le registre à Cecily la veille de sa visite chez le duc. Il avait dit « Voilà ce que j'ai trouvé, et demain ce sera corrigé, et tout ira bien. » Fortescue, d'une manière ou d'une autre, avait su ce qui se préparait.
L'accusation contre Robert Marsh arriva chez les avocats le matin même où Robert Marsh arriva dans le bureau du duc. Le sixième duc, le père d'Edmund, avait cru la parole de Fortescue plutôt que celle de son régisseur, avec la facilité indifférente de ceux qui n'ont jamais eu à remettre en question l'architecture sociale dont ils profitent. Robert Marsh avait perdu son poste, et avec lui sa maison. En 8 mois, il perdit sa santé, et en 2 ans, sa vie. Une lente dissolution que Cecily avait observée depuis la pension de York, où elle était allée, parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Et qu'elle avait comprise non pas comme une maladie, mais comme une défaite. Le genre de défaite qui survient lorsque le travail de toute une vie d'un homme lui est arraché par le mensonge d'un autre homme, et qu'il n'y a aucun mécanisme pour le récupérer. Elle avait gardé le registre, elle avait gardé la lettre de son père, elle avait passé 4 ans dans le Shropshire à apprendre à cuisiner avec la précision et l'autorité qui lui ouvriraient les portes de n'importe quelle maison en Angleterre. Et puis la place vacante à Ashworth était apparue. Et elle y était allée parce qu'elle avait besoin d'être à l'intérieur de la maison pour trouver la seule chose que le registre seul ne pouvait pas prouver. Que Fortescue continuait, que le vol s'était poursuivi, que le mensonge qui avait détruit son père avait été au service de quelque chose qui continuait de s'accumuler longtemps après que Robert Marsh fut sous terre. Elle avait besoin des comptes courants. Elle avait besoin de montrer non seulement ce qui avait été fait, mais ce qui se faisait encore. Et elle avait besoin de le montrer à un duc qui n'était pas son père. Fortescue vint en avril. Il vint un jeudi, arrivant à cheval tôt le matin avant que la maisonnée ne soit complètement réveillée. Et Cecily prit conscience de sa présence pour la première fois par la qualité de l'immobilité qui s'installa dans le hall des domestiques lorsque son nom fut mentionné au petit déjeuner. Une immobilité du type qui contient le souvenir d'une douleur. C'était un homme grand, rubicond, avec l'assurance facile de quelqu'un qui a été à l'aise dans les pièces d'autorité depuis si longtemps qu'il a oublié que l'autorité n'est pas la même chose que la vertu. Il venait 2 fois par an pour examiner les comptes du domaine avec M. Hartley et pour présenter des résumés au duc. Il restait 3 jours. Et pendant ces 3 jours, la maisonnée se contractait légèrement, comme une créature se contracte lorsqu'elle sent quelque chose l'observer. Cecily l'observa attentivement et à distance, ce à quoi elle était habituée. Elle nota qu'il mangeait bien, qu'il mangeait avec l'appétit d'un homme qui s'attend à être servi, et considère cette attente comme sa propre justification. Et que lorsqu'il s'assit à la table qu'elle avait préparée, car Madame Briggs avait demandé si la cuisine pouvait gérer un dîner pour le duc et son invité le jeudi soir, il mangea en silence pendant plusieurs minutes avant de parler. « La cuisinière a changé, dit-il. »« Oui, monsieur, » dit Hartley, « il y a quelques mois. » Fortescue prit une autre fourchette du canard que Cecily avait préparée. Un oiseau rôti lentement avec une croûte d'épices et un fond de cerises et de porto en dessous, qui réduisait depuis le matin. Il ne dit rien de plus, mais ses yeux se tournèrent brièvement vers la porte de la cuisine. Et il y avait quelque chose dans ce regard que Cecily, observant de sa place dans le passage à travers la fine fente des gonds, n'aima pas. Pas de la suspicion, exactement. Quelque chose de plus ancien que la suspicion. Quelque chose qui reconnaissait une proximité qu'il ne pouvait pas encore nommer. Elle se retira, se tint le dos contre la pierre froide du mur du couloir, respira. Elle n'était pas prête. Elle avait encore besoin des registres actuels du domaine, ceux que Fortescue apportait avec lui et rangeait dans le bureau du domaine pendant ses visites. Elle avait besoin de les lire et de comprendre ce qu'ils montraient avant d'agir. Car, d'après son expérience, on ne présente pas un cas tant que le cas n'est pas complet. Et un argument à moitié assemblé était pire que le silence. Elle était douée pour le silence. Elle le pratiquait depuis des années. À l'étage, ce même soir, dans la bibliothèque, Edmund Ashworth était assis avec un verre de vin qu'il n'avait pas fini. Les chiffres trimestriels que Fortescue avait présentés étaient étalés devant lui, et il sentit son attention dériver, non pas vers un problème particulier dans les chiffres, mais loin d'eux, vers quelque chose qu'il ne pouvait pas localiser précisément. Fortescue était avec le domaine, avec son père avant lui, depuis 20 ans. Il était fiable, il était minutieux. Les comptes le confirmaient année après année, mais il y avait quelque chose dans son ton qui n'était pas de la certitude. Edmund posa les chiffres. Il n'avait pas su jusqu'à ce soir qu'il avait écouté le ton de Fortescue assez attentivement pour s'en faire une opinion.
Il versa le vin qu'il n'avait pas fini dans le drain du buffet, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il alla se coucher et ne dormit pas pendant un certain temps. Si vous nous avez suivis jusqu'ici dans l'histoire de Cecily, vous savez déjà qu'elle n'est pas une femme qui agit avant d'être prête. Nous l'avons vue attendre pendant 4 ans dans le Shropshire, attendre pendant 3 semaines d'observation silencieuse dans la cuisine d'Ashworth, attendre la visite d'avril de Fortescue avec ses preuves incomplètes. Nous savons que ce qu'elle construit n'est pas simplement une confrontation, mais un dossier. Patient, documenté, irréfutable. Si c'est le genre d'histoire qui vous plaît, nous serions ravis que vous restiez avec nous. Il y a encore beaucoup à venir. Cecily fit la connaissance du merle un dimanche de début mai. C'était un merle différent de celui du Shropshire, ou peut-être le même. Elle n'avait aucun moyen de le savoir. Il avait pris l'habitude de s'asseoir sur le rebord de la fenêtre de la porte du potager chaque matin, quand elle venait la déverrouiller. Il la regardait avec la même attente vive et patiente que son prédécesseur. Elle lui laissait un petit morceau du pain de la veille sur la pierre à côté de la marche, et c'est ainsi qu'ils parvinrent à un arrangement. Elle était à Ashworth depuis 4 mois. Au cours de ces 4 mois, elle avait cuisiné, selon son propre décompte approximatif, 137 repas pour la table du personnel et 43 plateaux pour le souper privé du duc. Elle n'avait pas parlé au duc. Elle n'avait pas cherché à le faire. Elle l'avait vu une fois de loin, traversant la pelouse sud au petit matin, une silhouette grande et mince en vêtements sombres, se déplaçant avec l'économie d'un homme qui ne se permet aucun geste inutile. Il s'était arrêté au bord du jardin à la française pour regarder quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Et elle s'était tenue à la fenêtre de la cuisine et l'avait observé pendant 40 secondes avant qu'il ne continue son chemin. Il ne savait pas qu'elle était là. Elle était habituée à cela. Elle avait passé 6 ans sous une forme ou une autre d'invisibilité, et elle avait appris à la traiter non pas comme une blessure, mais comme une ressource. Madame Briggs n'avait pas mentionné Fortescue à nouveau après la visite d'avril. Mais dans les semaines qui avaient suivi, elle avait commencé à prendre son thé de l'après-midi dans la cuisine plutôt que dans son salon. C'était une rupture avec une habitude de plusieurs années, et elle n'avait offert aucune explication. Elle s'asseyait avec ses mains autour de sa tasse et regardait Cecily travailler. Parfois elle parlait, et parfois non, et le silence n'était jamais inconfortable. Un après-midi de mai, alors que la cuisine sentait la fraise et que le premier pot de confiture de l'été refroidissait sur l'étagère, Madame Briggs posa sa tasse et dit, sans préambule, « Robert Marsh avait une fille. » Cecily continua de remuer. La confiture faisait un bruit lent et lourd contre la casserole. « Oui, dit-elle. » Madame Briggs resta silencieuse un moment. « Elle aurait quel âge? 23? 24? 24? » dit Cecily. Une autre pause. Le feu crépita une fois, de manière décisive. « J'ai été désolée, dit Madame Briggs, pour ce qui lui est arrivé. » Elle le dit de la manière dont les gens disent des choses qu'ils portent depuis longtemps, avec soin et avec un certain soulagement. C'était un homme bon. C'était un homme honnête. J'ai été désolée. Cecily retira la casserole du feu, la posa sur le dessous de plat et se tint les mains le long du corps. Elle garda son visage tourné vers la cuisinière. Elle garda sa respiration régulière. Elle ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle soit certaine que lorsqu'elle se retournerait, son expression serait celle qu'elle voulait. Quand elle se retourna, Madame Briggs regardait la table. « Je sais, » dit Cecily. C'est tout ce qu'elle dit. Il y eut une entente entre elles après cela, tacite et non reconnue de manière directe, mais présente et solide. Le genre d'entente qui est plus solide pour n'avoir jamais été mise en mots. Madame Briggs ne posa pas de questions. Cecily ne donna pas d'informations. Mais à l'approche de juillet, le mois de la 2e visite de Fortescue, celle de l'été, Madame Briggs apparut dans la cuisine un soir. Elle posa sur la planche, sans explication, un trousseau de clés sur un simple anneau de fer. Le bureau du domaine dans l'aile, elle n'est utilisé que lorsque Fortescue est en résidence. Entre les visites, il reste vide. Monsieur Hartley détient un jeu de clés. Elle marqua une pause. Il y a un 2e jeu. Elle quitta la cuisine. Cecily regarda les clés pendant un long moment. Le merle, pour ses propres raisons, était assis sur le rebord de la fenêtre à l'intérieur de la porte de la cuisine. Il avait pris l'habitude de le faire les soirs où la fenêtre était laissée ouverte. Il regarda les clés. Puis il la regarda. « Je sais, » dit-elle à nouveau. Elle n'utilisa pas les clés cette nuit-là, ni la nuit suivante. Elle attendit la 3e nuit,
après que Madame Briggs les eut posés sur la planche. Elle choisit une heure où la maison était au plus profond de son sommeil. Quand même les plus gros dormeurs parmi le personnel avaient cessé de se retourner. Quand les seuls bruits étaient la vieille pierre qui se tassait et l'eau lointaine du canal de drainage des marais. Elle prit une bougie dans un bougeoir protégé et traversa le rez-de-chaussée de l'aile est dans le noir. Elle se déplaçait avec le silence exercé de quelqu'un qui a appris à vivre dans les maisons comme une sorte d'invitée permanente. Et elle entra dans le bureau du domaine. Les registres étaient sur l'étagère derrière le bureau. Elle prit les 3 plus récents, ceux des 18 derniers mois. Elle les porta au bureau, posa la bougie devant elle et ouvrit le premier. Elle était cuisinière. Elle était aussi une cuisinière qui, entre 12 et 22 ans, s'était assise dans le bureau de son père, un dimanche sur 3. Elle l'avait regardé travailler sur ses comptes avec la patience concentrée d'un autodidacte qui croyait que la précision était une forme d'honnêteté en soi. Elle avait tenu les livres de la pension de York pendant 4 ans en échange d'un loyer réduit. Elle avait appris à lire les chiffres comme elle lisait une pâte. Pour ce qu'il cachait, pour là où se trouvait la tension, pour le point où quelque chose avait été forcé, alors qu'on aurait dû le laisser reposer. Elle le trouva en 40 minutes. C'était élégant, de la manière dont un vol rendu élégant par une longue pratique devient élégant. Bas grossier, pas négligent, mais tissé dans la trame des écritures légitimes, de sorte qu'il avait l'apparence d'un motif plutôt que d'une aberration. Une commission d'intendant sur les transactions du domaine, prélevée à un taux qui avait été progressivement augmenté sur 14 ans. Chaque augmentation individuelle était trop petite pour être remarquée dans les comptes d'une seule année. Mais en se cumulant d'année en année, elle formait une somme qui aurait permis d'acheter 2 des fermes en location du domaine Ashworth. La méthode était plus sophistiquée que celle que son père avait identifiée dans son registre privé. Plus polie, plus profondément ancrée. Mais c'était indubitablement la même main, la même logique, la même cupidité calme et patiente. Fortescue avait fait accuser Robert Marsh pour avoir remarqué cela. Il avait éliminé le seul homme honnête de l'opération qui s'était approché assez près des chiffres pour voir la forme de ce qui était pris. Et puis, cet homme parti, il avait continué à prendre pendant 6 années de plus, sans être observé. Elle s'assit, les mains à plat sur le registre ouvert, et respira. Puis elle sortit de la poche intérieure de sa robe la lettre de son père, la dernière qu'il avait écrite, celle qui nommait Fortescue et ce que Fortescue avait fait. Elle la posa sur la table à côté des comptes courants. Elle ne l'avait pas sortie depuis plus d'1 an. Elle la regarda un moment. Elle regarda les chiffres devant elle. Puis elle souffla la bougie et resta assise dans le noir un moment, seule avec ce qu'elle avait trouvé, et laissa tout le poids de la chose s'installer. Ce n'est que la première semaine d'août qu'elle fut prête à agir. L'été avait été chaud et calme, les marais respirant dans une brume de chaleur. Le potager était devenu extravagant avec des courgettes et des haricots d'Espagne, et un rosier grimpant qui avait décidé, apparemment de sa propre autorité, de festonner le mur sud de la porte de la cuisine de grands nuages jaunes, doux et absurdement parfumés. Cecily avait passé ses semaines à copier de sa propre main les écritures pertinentes du registre sur du papier propre. Elle les annotait en les comparant au taux de commission stipulé dans les accords originaux du domaine. Des chiffres qu'elle avait obtenus par l'intermédiaire de Madame Briggs et d'une correspondance soignée avec l'ancien avocat de son père à Lincoln. De sorte que l'anomalie n'était pas seulement visible, mais irréfutable. Elle avait également copié les passages pertinents du registre privé de son père, celui qu'il tenait avant son renvoi. Il montrait le même schéma sous sa forme antérieure et moins pratiquée. Les 2 séries de chiffres, placées l'une à côté de l'autre, racontaient toute l'histoire sans nécessiter un seul mot d'interprétation. Fortescue volait lorsque Robert Marsh l'a découvert. Il volait toujours maintenant. La seule chose qui avait changé était l'échelle. Elle écrivit une note au duc, une seule page. Elle la donna à Tom, le valet de pied, pour qu'il la porte à M. Hartley, et demanda à M. Hartley de la placer devant sa grâce. Elle disait « Votre grâce, je vous serai reconnaissante de m'accorder une brève audience à votre meilleure convenance. Je crois avoir des informations relatives au compte du domaine que vous souhaiterez voir. L'affaire concerne votre ancien régisseur et l'actuel. Je suis la cuisinière. Je reste respectueusement à votre disposition. » Elle signa de son vrai nom. La réponse revint en moins d'1 heure. Edmund Ashworth la recevrait à 4 heures.
Elle s'était demandé, au cours des 6 années de patience et de préparation, ce qu'elle ressentirait lorsque le moment arriverait enfin. Elle avait imaginé le triomphe, la colère, ou une finalité froide et nette, où les trois arrivant successivement comme les notes d'un accord. Ce qu'elle ressentit en montant l'escalier de service avec son paquet de papier sous le bras et la lettre de son père dans sa poche était quelque chose de plus calme et de plus difficile à nommer. Quelque chose qui avait la forme du chagrin et la texture de l'épuisement. Et en son centre, une petite chose dure et persistante qui ne s'était pas éteinte en 6 ans. Hartley la fit entrer dans la bibliothèque. C'était une pièce haute et longue, avec des étagères sur 3 murs et de hautes fenêtres donnant au sud sur le jardin à la française. Elle sentait le papier, le tabac et la vieille laine. Et il y avait un feu, malgré la chaleur d'août, car la pièce était orientée au nord et retenait le froid. Edmund Ashworth se tenait à la fenêtre, le dos tourné à la porte quand elle entra. Il ne se retourna pas immédiatement. Elle eut l'impression qu'il se tenait là depuis un certain temps, qu'il se tenait là depuis qu'il avait reçu la note et n'avait pas pu se résoudre à s'asseoir. Il se retourna. Il était plus grand qu'elle ne l'avait pensé de la distance de la pelouse sud. Son visage était anguleux et composé, le genre de visage qui a pratiqué le sang-froid jusqu'à ce qu'il devienne structurel. Ses yeux étaient du même gris-bleu que la pierre de la maison en hiver. Il la regarda avec l'attention pleine et soutenue d'un homme qui a appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, ou qui a récemment commencé à l'apprendre. « Mademoiselle Marsh », dit-il. Il avait lu son vrai nom sur la note. Il avait eu 2 heures avec. « Votre grâce », dit-elle. Un silence. Le feu crépita. De quelque part dans le jardin, un pigeon ramier faisait sa déclaration basse et monotone, encore et encore. « Asseyez-vous », dit-il, sans méchanceté. Et puis, avant qu'elle ne puisse bouger, il fit un léger geste vers les 2 chaises près du feu, comme pour offrir plutôt que pour ordonner. Elle comprit qu'il calibrait quelque chose, qu'il cherchait un registre auquel il n'était pas tout à fait habitué. Elle s'assit. Il s'assit en face d'elle. Elle posa le paquet de papier sur la table entre eux. « Je vais d'abord vous dire qui je suis, » dit-elle, « et ensuite je vous montrerai ce que j'ai. » Elle marqua une pause. Cela pourrait prendre un peu de temps. Il croisa les mains sur ses genoux. Ses mains étaient immobiles. « J'ai le temps, » dit-il. Elle lui raconta. Elle lui raconta avec la précision et l'économie de quelqu'un qui a répété une chose suffisamment de fois pour en avoir brûlé tout ce qui n'était pas essentiel, de sorte que ce qui restait était propre, clair et sans ornement. Elle lui parla de Robert Marsh et des 19 années de service honnête, du registre privé et de l'anomalie que son père avait trouvée. Elle lui parla de la lettre de Fortescue aux avocats, arrivée le matin même où son père arrivait dans le bureau du duc, et de ce qui s'était passé après, le renvoi, la maison perdue, les 2 années de dissolution, plus brièvement, car l'après n'était pas le sujet. Elle lui dit ce qu'elle avait trouvé dans le bureau du domaine. Le même schéma, continué et affiné, se déroulant sans interruption à travers 14 années de comptes trimestriels. Elle étala les papiers devant lui, ses chiffres copiés, ses annotations, la comparaison entre les taux de commission actuels et ceux stipulés dans les accords originaux du domaine. Et enfin, le registre privé de son père, qui montrait tout le schéma dans sa forme la plus précoce, de la propre main soignée de son père, avant que quiconque n'ait pensé à l'empêcher de regarder. Elle posa la lettre de son père à côté du registre. « Il a écrit ceci dans les derniers mois de sa vie, » dit-elle. « Il a nommé Fortescue. Il a nommé ce que Fortescue avait fait. Il me l'a adressé parce qu'il n'y avait personne d'autre. » Elle marqua une pause. « Je l'ai gardé 6 ans. Ce n'est pas la preuve. Les comptes sont la preuve. Mais je voulais que vous sachiez qu'il savait. Qu'il est mort en sachant ce qu'on lui avait fait et pourquoi. » Puis, elle ne dit plus rien et le laissa lire. Il lut lentement. Il ne se pressa pas. Son visage, pendant qu'il lisait, était très immobile. Une fois, après 1 minute, elle vit sa mâchoire se crisper. Une fois, vers la fin, il ferma les yeux un instant et les rouvrit. Et elle comprit que ces 2 réactions étaient le même sentiment qui le traversait dans 2 directions différentes. Quand il eut fini, il posa les papiers et s'assit, les mains posées sur ses cuisses, regardant le sol pendant un long moment. Puis il dit, « C'est l'œuvre de mon père. » « En partie, dit-elle. Votre père a été trompé. Fortescue savait comment tromper des hommes comme votre père.
Des hommes qui faisaient confiance à l'architecture du monde dans lequel ils vivaient et ne pensaient pas à regarder en dessous. La tromperie nécessitait le type particulier d'aveuglement de votre père, mais le vol et le mensonge qui le protégeaient, c'était l'œuvre de Fortescue. Il se tut à nouveau. Le pigeon ramier s'était tu. Le feu dégageait une lumière régulière et basse. Et Fortescue, dit Edmund, l'homme, toujours ici. Le même homme, toujours ici, continuant à prendre. Elle laissa cela en suspens un moment. Il a éliminé la seule personne qui avait remarqué, puis a continué pendant 6 années de plus, en supposant que personne ne regarderait à nouveau. Il se leva. Il traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et se tint les mains derrière le dos, regardant le jardin à la française où le soleil de fin d'après-midi avait rendu le gravier doré, et les haies d'ifs projetaient de longues ombres précises. Elle observa la posture de ses épaules, tenue très droite, très délibérément, à la manière d'un homme qui contient quelque chose. « Je vous dois, dit-il enfin, à la fenêtre, énormément, plus que je ne peux rembourser. Je ne suis pas ici pour être remboursée, dit-elle. Elle avait été très claire avec elle-même à ce sujet au cours des 6 années, et elle l'était toujours. Je suis ici pour que ce qui est vrai soit reconnu comme vrai, et pour que cela ne continue pas. Il se retourna. Il la regarda de l'autre côté de la pièce avec une expression qu'elle n'avait pas vue sur son visage auparavant, et qu'elle ne pouvait pas entièrement lire. Quelque chose qui était traversé par ce qu'elle pensait être, à la racine, de l'admiration, bien que ce fût trop grand et trop compliqué pour n'être que cela. « Pourquoi ça ?» demanda-t-il. « Pourquoi la cuisine? Pourquoi 6 mois de... » « Parce que j'avais besoin des comptes courants, et je ne pouvais pas les obtenir de l'extérieur, dit-elle. Et parce que j'avais besoin que vous voyiez que je n'étais pas, elle chercha le mot, que je ne suis pas une personne qui n'a rien à offrir d'autre qu'un grief. Il resta silencieux un moment. « Les repas, dit-il. »« Oui. » Une autre longue pause. Il regarda les papiers sur la table. « Je m'occuperai de Fortescue, dit-il d'un ton qui n'était ni une question ni une menace, mais simplement un constat, comme la gravité est un fait. Immédiatement, les avocats demain, la question de ce qui est dû à la succession de votre père sera calculée et payée. Je m'en occuperai personnellement. » Elle avait su que cela pourrait arriver et n'avait pas su ce qu'elle ressentirait. Elle découvrit que cela ressemblait à un apaisement. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, mais lentement, comme le froid quitte une pierre quand on la chauffe assez longtemps. Elle respira. « Merci, dit-elle. Je devrais vous demander pardon, dit-il avec une franchise qui la surprit. Quoi que mon père ait fait, je n'ai pas demandé en 4 ans si ce domaine était géré avec justice. Je suis resté assis ici, à lire des dépêches et à manger sur des plateaux, en supposant que l'ordre des choses était ce qu'il paraissait être. C'est de ma faute. » Elle le regarda. Il regardait les papiers, pas elle, avec l'expression d'un homme qui mesure une distance qu'il n'avait pas comprise auparavant et la trouve plus grande qu'il ne le supposait. « Vous demandez maintenant, » dit-elle. Il leva les yeux. Pendant un instant, il y eut quelque chose sur son visage qui était simplement humain, légèrement surpris, comme si les mots étaient venus d'un endroit inattendu. « Oui, » dit-il. Elle quitta la bibliothèque, alors que l'horloge du hall sonnait 5 heures. Elle redescendit l'escalier des domestiques, les mains vides, le dos droit, et la lettre de son père toujours dans sa poche. Elle avait décidé de la garder maintenant et pour toujours, non pas comme une preuve, mais comme un lest. De la même manière que certaines choses que nous avons portées assez longtemps deviennent une partie de notre poids, et nous ne sommes pas tout à fait nous-mêmes sans elles. Tom était au pied de l'escalier, posté là par Madame Briggs, en cas de résultat nécessitant une réponse rapide. Il regarda son visage et en tira une conclusion, car son expression se transforma en quelque chose d'hésitant et d'interrogateur. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, » dit-elle. Le merle était sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, comme il avait pris l'habitude de l'être à cette heure. Il la regarda de son œil vif et patient. Elle ouvrit la fenêtre, déchira un coin de la miche sur la planche et le tendit. L'oiseau le prit de ses doigts avec une propreté presque courtoise. Puis il resta assis un instant de plus, comme s'il avait quelque chose d'autre à communiquer. Et puis il s'envola dans la chaleur du soir d'août, sans se retourner. Elle noua son tablier. Elle avait un dîner à préparer. Une année passa. Fortescue avait quitté le domaine à la fin du mois d'août.
Son renvoi fut géré avec l'efficacité rapide et froide d'un homme qui a décidé que la précision est la seule miséricorde qui vaille la peine d'être offerte. Les avocats travaillèrent tout l'automne et jusqu'en hiver, démêlant 14 ans de vol intégrés avec la persistance minutieuse de personnes à qui l'on a donné à la fois le temps et l'autorité. Et la somme finalement établie. Le montant total que Fortescue avait pris au cours de ces années, dont l'injustice contre la succession de Robert Marsh n'était que le premier et, à certains égards, le plus petit chapitre, fut suffisante pour rouvrir des questions que personne n'avait pensé à poser, et pour refermer des blessures qui n'avaient pas été soignées, faute de quelqu'un voulant les nommer. Cecily n'assista pas à ces réunions. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, et elle faisait confiance à la suite aux personnes dont c'était le travail. Cela aussi demandait une sorte de courage, de lâcher la chose que vous avez gérée pendant des années, de confier le résultat aux mains de quelqu'un d'autre. Elle s'était améliorée à cela au cours de l'année. Pas beaucoup, mais de manière mesurable. Edmund Ashworth était à ces réunions, à chacune d'entre elles. Il était, comprit-elle au fil des mois de cet automne, le genre d'homme qui avait été capable d'une plus grande tension toute sa vie, mais qui l'avait simplement, pendant une saison, dirigé vers rien. C'est ce que fait un homme quand il a perdu quelque chose de central et n'a pas encore trouvé quoi mettre à la place. Il avait été absent de sa propre maison au sens le plus fondamental, mangeant sur des plateaux, lisant des dépêches et confondant la gestion de la distance avec la gestion du deuil. Il commença, maintenant, à faire autrement. Il commença à dîner dans la salle à manger plutôt que seul, ce qui fut noté dans toute la maisonnée et discuté en termes soigneusement neutres par des gens qui étaient, sous la neutralité, simplement heureux. Il parcourait le domaine lors de longues matinées, se familiarisant à nouveau avec la terre, à la manière d'un homme qui récupère une chose qu'il a laissée à l'abandon. Il organisait des dîners pour les voisins du comté qu'il avait évités, des soirées modestes avec chaleur et intention, du genre qui laisse les gens se sentir nourris de plus d'une manière que la simple cuisine. Il commença, très lentement, à être présent dans sa propre vie. Cecily cuisina pendant tout ce temps. Elle cuisina les dîners, les soupers du personnel, les repas tranquilles du dimanche et le dîner de Noël pour 22 personnes que M. Hartley décrivit, par la suite, comme le meilleur qu'il ait mangé en 40 ans de service. Une remarque faite à Mme Briggs et non à Cecily directement, mais qui lui parvint néanmoins, comme les choses le font dans les maisons, à travers la pierre et la chaleur. Elle cuisinait et elle restait en bas, comme l'instruction l'avait dit. L'instruction n'avait jamais été formellement annulée, mais elle avait aussi, quelque part entre août et décembre, cessé de signifier quoi que ce soit. Edmund avait pris l'habitude d'apparaître dans l'embrasure de la porte de la cuisine le dimanche soir, lorsque le personnel était parti et qu'elle nettoyait les dernières traces du travail de la semaine. Il se tenait de la manière dont les gens se tiennent quand ils n'ont pas tout à fait décidé s'ils dérangent. Après le deuxième dimanche, elle cessa de le faire décider par lui-même et lui versa simplement un verre du vin qu'elle avait ouvert pour la cuisine, sans rien dire. Et il entra, s'assit à l'extrémité de la planche, et ils parlèrent ou ne parlèrent pas, en proportion à peu près égale, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Du domaine d'abord, des plans pour l'hiver, des projets de drainage et de la plantation d'arbres dans le champ nord. Puis d'autres choses, des livres, sur lesquels il avait des opinions bien arrêtées. Landres qu'ils avaient chacun connus à des moments différents et pour des raisons différentes, et qu'ils en étaient venus à considérer avec la même légère lassitude. Son père, une fois, un soir de février, évoqué avec soin puis plus jamais, car certaines choses sont dites dans leur intégralité la première fois. Elle n'était pas naïve sur ce qui se développait entre eux. Elle ne l'avait pas été depuis décembre, quand il avait goûté le pain à la graisse d'oie qu'elle avait sorti du four un matin froid. Il avait fait un son qui n'était pas une expression polie d'appréciation, mais un son involontaire, du genre qui contourne entièrement le jugement. Puis il l'avait regardée avec une expression de franc embarras devant sa propre spontanéité. Et elle avait regardé sa planche, pincé les lèvres et n'avait rien dit, ce qui avait demandé un effort considérable. Elle avait passé 6 ans dans la discipline. Elle pouvait gérer ça. Mais en mai de l'année suivante, elle ne le gérait plus tout à fait dans le sens où gérer implique la facilité, implique l'absence d'effort. Elle avait 17 autres choses à être, et elle les était toutes quotidiennement. Cuisinière,
Gardienne de la chaleur de la maisonnée, femme au nom restauré, femme qui avait fait la chose difficile et patiente. Elle n'avait pas besoin d'être aussi amoureuse du duc d'Ashworth. C'était simplement là où elle était arrivée sans se consulter. C'était un soir de mai, le potager de nouveau extravagant avec le rosier grimpant. Une année entière maintenant depuis que le rosier avait offert pour la première fois son abondance jaune et ridicule au mur sud. La porte était ouverte pour laisser entrer l'air chaud, et le merle sur la marche, comme d'habitude. Et Edmund à l'extrémité de la planche avec un verre de vin et un journal qu'il avait cessé de faire semblant de lire. Quand elle posa le dernier plat sur l'égouttoir, elle regarda ses mains un moment, puis lui. Il la regardait. Il la regardait depuis un certain temps. « Il y a quelque chose que j'essaie de dire, dit-il. Il le dit avec l'hésitation prudente d'un homme qui a passé des années à retirer des mots et qui n'est pas certain maintenant de savoir lesquels remettre. Depuis un certain temps. Oui, dit-elle, je sais. Il cligna des yeux. Vous savez, je le sais depuis décembre. Le pain. Il posa le journal. Dehors, quelque chose bougea dans le jardin. La première chauve-souris de la saison, traversant le ciel rose, dans son arc téméraire, et joyeux. La rose sentait son propre parfum. Le merle fit un son une fois et se tut. « Je devrais vous dire, dit-il, que je suis conscient de ce que les convenances disent à ce sujet. Je suis conscient de ce que le monde dit. Je suis conscient du nombre de personnes qui auront une opinion. » Ses mains bougèrent une fois sur la table, puis s'immobilisèrent. « Je suis aussi conscient que j'ai mangé la nourriture que vous avez préparée chaque jour pendant 14 mois, et que quelque part en la mangeant, je suis redevenu moi-même. Je ne peux pas vous dire exactement quand c'est arrivé. Je sais seulement que c'est arrivé. » Elle le regarda un long moment. La cuisine était chaude et dorée, et sentait toutes les bonnes choses qu'elle y avait mises pendant un an, et ses yeux étaient du gris-bleu de la maison en hiver. Et la chauve-souris traversa la fenêtre une fois de plus. Et elle pensa à son père, pensa à lui de la manière dont elle avait appris à penser à lui maintenant. C'est-à-dire avec une tristesse qui avait fini de tourner et était devenue quelque chose de plus doux, quelque chose qu'elle pouvait tenir sans être tenue par elle. 14 mois, dit-elle. Oui, c'est long. Quelque chose changea sur son visage. Ce n'était pas le sang-froid qui s'en allait, mais quelque chose sous le sang-froid qui transparaissait. Quelque chose de réel, de non joué, de vrai. Ça l'est, dit-il. Je suis désolé. Elle traversa la cuisine et s'assit au bout de la planche le plus près de lui. Pas tout à fait à côté de lui. Assez près. Ne le soyez pas, dit-elle. Certaines choses prennent le temps qu'elles prennent. Ce n'est pas un défaut. C'est juste comme ça que ça marche. Il regarda ses mains sur la planche, puis son visage, et elle le laissa regarder. Elle n'avait plus rien à cacher. Le rosier grimpant continuait d'être extravagant. La chauve-souris continuait de traverser la fenêtre. Le merle, leur merle, avait-elle commencé à penser, bien qu'elle sût que c'était absurde, et s'en moqua, les regardait tous les deux par la porte ouverte, avec l'œil vif et patient d'une créature qui a attendu quelque chose et a conclu que l'attente, dans l'ensemble, en valait la peine. Chaque chose en son temps trouve le chemin de la chaleur.